Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée aux affaires internationales sur Judaïque FM. Bonjour amis auditeurs. De l'autre côté de la Méditerranée se déroule une guerre civile dans un pays presque oublié, la Libye. Après la chute de Kadhafi, en 2011, cet État n'a jamais connu de stabilité, avec des luttes entre milices tribales, ethniques ou autres, sans parler d'un début d'implantation du Daesh. Mais depuis 6 ans, c'est une véritable guerre civile qui s'y déroule et qui oppose le gouvernement de Tripoli, reconnu par l'ONU, et celui établi à Benghazi, et qui s'appuie sur l'armée du maréchal Khalifa Haftar. Et je reçois, pour en parler, un journaliste franco-marocain. Bonjour Mustapha Tossa. Bonjour Monsieur Corcos. Alors, pour rappel, votre expertise du monde arabe est très appréciée, puisqu'on peut vous voir sur des chaînes de télévision internationales. Alors j'ai choisi un titre en forme d'interrogation pour cette interview. Libye, demain, une nouvelle Syrie. C'est un titre qui est repris d'ailleurs par beaucoup de médias. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vue ? Oui, une nouvelle série pour la simple raison que récemment, ces dernières semaines, on a assisté à une démarche de la part du gouvernement turc menée par le président Tayyip Erdogan qui a transféré des groupes armés syriens qui étaient très actifs sur le front syrien, qui les a transférés vers la Libye pour aider son protégé Faiz Sarraj contre Khalifa Haftar. Donc ce transfert de groupes armés terroristes a donné cette impression qu'on est en train justement de créer les conditions d'une nouvelle Syrie en Libye, aux portes de l'Europe, et au cœur de l'Afrique du Nord et au nord du Sahel. Et qui menace tout le voisinage. Qui menace tout le voisinage d'instabilité et d'explosion. Alors, j'aimerais qu'on parle peut-être, pour commencer, de la rébellion du maréchal Khalifa Haftar. On se pose la question, quelle est sa motivation ? Il faut rappeler que c'était un compagnon de route de Muammar Kadhafi, qu'il a trahi il y a une vingtaine d'années. Alors, est-ce qu'il veut rétablir une dictature militaire pour son propre compte ? Est-ce qu'en fait, il a un agenda plutôt idéologique qui est contre les frères musulmans qui soutiennent directement le gouvernement de Tripoli, donc de Fayez el-Sarraj ? Ou alors, autre explication, il représente finalement une sécession de l'Est du pays contre l'Ouest. Il faut rappeler que l'unité peut-être de la Libye est assez récente, que la révolte contre Kadhafi avait démarré aussi à Benghazi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que ce à quoi on assiste en Libye, c'est une vraie guerre internationale par procuration. Le monsieur que vous citez, monsieur Khalifa Haftar, est soutenu par l'Égypte voisine, par les Émirats arabes unis et par les Saoudiens. En face, on a le gouvernement de Fayez Sarraj reconnu par la communauté internationale et qui contrôle uniquement la ville de Tripoli. Il est soutenu par qui ? Par le Qatar, qui est l'ennemi des autres, et par la Turquie. Donc nous sommes en face de d'une confrontation de deux forces antagonistes. Sauf que les forces de Khalifa Haftar dominent d'abord le croissant pétrolier et ils dominent une grande partie du territoire libyen. Il n'y a que Tripoli et ses environs qui restent encore aux mains de Fayez Sarraj. Alors Fayez Sarraj, il se plaint à la communauté internationale en disant « Vous m'avez donné cette reconnaissance, mais vous laissez les autres pays aider mon ennemi mortel pour justement me battre et prendre le contrôle total et entier de la Libye. » Et c'est ce qui fait que récemment on a assisté à un processus de Berlin parce que ça commençait à devenir extrêmement grave et la Libye, ce qui se passe en Libye est une menace vitale pour la région. Il y a eu une tentative de la diplomatie allemande de réunir de réunir tous les protagonistes en Libye, en Allemagne, et il y a eu ce qu'on appelle le processus de Berlin. Le processus de Berlin 1, pas d'ingérence internationale et fin de la vente des armes en Libye. Ce sont deux vœux qui n'ont pas été respectés. C'est pour cette raison que à Bruxelles récemment, les pays européens ont pris cette décision stratégique de constituer une force militaire pour justement empêcher que les armes soient vendues en Libye, que ce soit par air ou par mer. Très bien. Alors,
pour essayer de situer justement cet imbroglio, j'allais dire, à la fois diplomatique et géopolitique. Effectivement, pour ceux qui soutiennent le gouvernement de Tripoli, il y a une logique. Hein, c'est la logique frères musulmans, finalement, que ce soit le Qatar ou la Turquie. Mais dans le camp de Khalifa Haftar, c'est un peu plus compliqué. Vous avez cité un certain nombre de pays du Golfe, mais il y a aussi la Russie. Et certains disent en sous-main la France, hein, qui semblait pas être sur la même longueur d'onde que l'Italie, qui soutenait plutôt le gouvernement de Tripoli. Alors, on se pose la question, voilà, des motivations différentes, en tout cas de l'Égypte, des pays du Golfe et de la Russie. Pourquoi ? Première question. La deuxième question, et là vous avez déjà un petit peu répondu, c'est côté européen. Il y avait cette grande faiblesse, il y avait cette division finalement. Et bon, les choses sont remises un peu sur les rails depuis à peu près un mois avec cette force de contrôle de l'embargo sur les armes. Seulement, quel est l'agenda finalement russo-turc ? Parce que d'un côté, ils sont chacun dans un camp, mais d'un autre côté, ils sont présentés un peu comme parrains pour une solution négociée. Oui, c'est vrai qu'il faut rappeler qu'il y a eu pendant de longs mois et même des années, une concurrence directe, frontale, entre la France et l'Italie en Libye. Et pourquoi ? Parce qu'ils avaient des agendas et des intérêts et des protégés différents en Libye. Là, on voit le pétrole, on voit l'histoire, on voit l'économie, on voit la stratégie qui est derrière. Donc, il y avait une confrontation d'agenda entre Paris et Rome. D'ailleurs, chacun parrainait un processus politique. Mais depuis que justement il y a eu cette intervention, cette intrusion de l'axe Turquie-Russie, ça a sonné l'alarme pour les capitales d'Europe. Ils se sont dit que si on ne se met pas d'accord sur une stratégie, une vision, on sera entre guillemets complètement écrasé par les deux, par les Russes et les Turcs. D'où maintenant le processus de se mettre d'accord, de présenter une vision commune, une vision européenne commune pour traiter cette affaire. Pour revenir simplement à la France et Haftar, pourquoi la France donne cette impression de soutenir Haftar? Ouais. Oui, c'est vrai que la France officiellement, elle reconnaît elle aussi le gouvernement de Fayez Sarraj qui est à Tripoli. Mais du temps de Jean-Yves Le Drian, quand il était encore ministre de la Défense, la France avait fait le choix de parier sur Haftar parce que Haftar, dans son activité militaire sur le terrain, il luttait efficacement, selon Paris, contre les groupes djihadistes qui menaçaient de déstabiliser le Sahel. Tout à fait. Et à partir du moment où la France a trouvé un homme qui est capable de mener cette guerre concrètement sur le terrain, elle n'avait qu'à le soutenir. Mais maintenant, la France, comme la plupart des pays européens, sont dans une logique de tenter de le réunir pour trouver une solution et un compromis commun. Alors, on arrive donc petit à petit à la fin de cette émission et on avait évoqué en introduction les risques de déstabilisation pour les pays voisins. Alors pour ceux qui n'auraient pas forcément les cartes de géographie en tête, en fait il y a deux frontières communes pour le Maghreb qui sont la Tunisie et puis une très très longue frontière avec l'Algérie. En ce qui concerne la Tunisie, on a eu l'impression que le nouveau président tunisien, Kais Saied, soutenait plutôt le camp de Tripoli. En tout cas, Erdogan avait débarqué à Tunis. J'aimerais avoir votre impression là-dessus. Par contre, pour l'Algérie, j'ai lu un article très intéressant dans Le Monde du 7 janvier. C'était un chercheur, Jalel Harshawi, qui a évoqué une peur panique en Algérie d'une partition de la Libye. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, pour ce qui est de la Tunisie, il faut dire que la Turquie d'Erdogan a essayé de l'instrumentaliser. Erdogan avait fait une visite surprise à Saïd Kais, le nouveau président. Il a donné cette impression que les Tunisiens étaient inscrits dans son projet et qu'il allait l'aider. Sauf que ça a provoqué une polémique immense entre Nahda de Ranouchi, qui avait des sympathies naturelles et politiques pour Erdogan, et une grande partie de la classe politique et de l'opinion tunisienne qui ne voulait absolument pas être manipulée par Erdogan, ce qui ça donnait cette cacophonie tunisienne sur la Turquie et sur la Libye. Pour ce qui est de l'Algérie, il ne faut pas oublier que l'Algérie, malgré son expérience électorale récente, le passage de Bouteflika à M. Tebboune, reste un édifice extrêmement fragile sur le plan sécuritaire. Et ce qui se passe en Libye, avec les groupes armés qui ont retrouvé une liberté de manœuvre et de mouvement, ils pourraient facilement déstabiliser cette Algérie.
l'Algérie et pousser et introduire une activité terroriste qui pourrait polluer le jeu politique en Algérie davantage et rappeler et peut-être même pousser le pays à revivre les années 90. Parce que la frontière, par définition, elle est poreuse. Elle est poreuse. Elle est incontrôlable. Oui. Et puis, ces groupes-là ont un agenda particulier, ceux de déstabiliser les pays, quel qu'il soit, pour justement prendre le pouvoir dans le chaos. C'est ça leur logique et c'est ça leur doctrine. La peur de l'Algérie. Alors, toute dernière question dans les 2 minutes qui nous restent. L'analogie, bien sûr, avec la Syrie, ce qui se passe d'ailleurs en ce moment est atroce. Je trouve que les médias français n'en parlent absolument pas. Vers Idlib, vers les centaines de milliers de réfugiés qui sont parqués dans le froid et la faim par l'offensive donc de Assad. Ma question, c'est est-ce qu'on risque la même chose en Libye, en point de vue crise humanitaire, et surtout, je pense aux 700 000 réfugiés potentiels migrants, mais qui n'arrivent plus à passer vers l'Europe et qui vivent dans des conditions atroces. Que vont-ils devenir ? C'est le grand cauchemar de l'Europe, c'est le grand cauchemar de l'Afrique du Nord, c'est le grand cauchemar du Sahel, que cette crise, en s'empirant, en ne trouvant pas de solution politique, puisse provoquer un exode. L'exode, c'est de voir beaucoup de bateaux, beaucoup de dizaines de milliers de candidats à l'immigration clandestine, soit traverser la Méditerranée par le biais libyen, soit traverser la Méditerranée par le biais marocain. Donc c'est une grande crise. Et c'est ce qui fait bouger la diplomatie européenne. La crise migratoire et le risque que ça devient un lieu refuge pour les organisations terroristes. Oui. C'est ce qui fait que récemment, il y a eu cette décision européenne de constituer cette force militaire pour justement surveiller l'embargo contre les armes et éventuellement intervenir quand ils constatent qu'un tel groupe ou tel pays est en train de nourrir ce conflit en armes et d'alimenter ces groupes terroristes et de les protéger. Merci beaucoup, Mustapha Tossa. Vous avez donné un éclairage vraiment intéressant sur cette guerre civile qui est très peu traitée, il faut dire, dans nos grandes chaînes généralistes de télévision et avec tous les dangers de déstabilisation donc qui existent. Merci, amis auditeurs, de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Merci. Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée aux affaires internationales sur Judaïque FM.